Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, notre émission Remettons les pendules à l'heure a un sujet bien trouvé, c'est celui de la COP27. Parce que s'il y a bien une question sur laquelle les pendules méritent d'être mises à l'heure, c'est-à-dire de mettre en avant les vrais problèmes et les vraies solutions, c'est bien celui-là, et non pas la présentation que nous montre la COP27. Alors, voyons déjà le titre là de la tribune. Accord sur les pays pauvres, recul sur les énergies fossiles, bilan mitigé pour la COP27. La conférence internationale sur le climat s'est achevée ce dimanche matin après avoir joué les prolongations dans un contexte planétaire particulièrement chaotique. Après d'âpres échanges, les délégations présentes en Égypte ont trouvé un accord pour compenser les pays pauvres des dégâts climatiques. Alors je ne sais plus combien de milliards donc qui devraient être déversés aux pays pauvres pour compenser les dégâts climatiques. En revanche, les objectifs sur les énergies fossiles n'ont pas été revus à la hausse. Alors, ce n'est pas que je considère qu'il ne faut pas aider les pays pauvres, mais c'est surtout les raisons qui ont été affichées qui sont mauvaises. On a vu par exemple la représentante du Pakistan s'exclamer: oui, c'est pas à nous de payer, en Afrique aussi, c'est pas à nous de payer, nous on n'est pour rien, on subit l'industrialisation finalement de l'Europe. Comme si les problèmes de la perte des terres par l'avancée des mers étaient uniquement la cause et uniquement liée à l'industrialisation, donc au XIXe siècle en Europe. Donc nous allons reprendre les choses. Donc, parce que le Pakistan, comme vous le savez, vous avez des villes, que ce soit au Pakistan, en Indonésie, des villes qui s'enfoncent. Une menace sur le littoral et dans différentes régions qui est déjà très prégnante. Donc, est-ce que tous ces phénomènes-là, on peut les rattacher uniquement au réchauffement climatique? Et est-ce que ce réchauffement climatique est dû uniquement à la production de CO2? Il semble qu'on oublie tout de même un facteur important. C'est celui de la déforestation. Parce qu'effectivement, on peut produire du CO2. Le CO2, c'est pas mauvais pour la végétation. Au contraire, ça nourrit les plantes. Par contre, la déforestation, on sait que quand on détruit une forêt, la forêt, surtout une forêt primaire, il lui a fallu parfois des centaines d'années, plusieurs siècles pour donner une belle forêt. Alors que pour la détruire, c'est une affaire de quelques journées avec les instruments que l'on a actuellement. Alors on peut par exemple pointer du doigt la destruction précisément de la forêt primaire en Indonésie. Ça peut être eu des conséquences climatiques. Bon, alors on va faire un petit tour, n'est-ce pas? Alors, pourquoi les grandes villes mondiales s'enfoncent-elles dans le sol? Le cas de Jakarta, Indonésie. Donc là, vous voyez notre planète info. Donc un journal à visée écologique. Subsidence, voilà, terme énigmatique employé par les géophysiciens pour désigner un phénomène singulier, l'affaissement de la croûte terrestre et l'enfoncement progressif des villes dont le sol est fragilisé. Alors on vous dit, eh ben oui, si le niveau de la mer monte, effectivement, elles vont envahir les terres. Mais également, si la terre s'enfonce, eh bien, la mer va aussi envahir les terres. L'eau va affluer dans le delta, donc des régions où il y avait les mangroves qui protégeaient l'avancée des eaux, qui ont été détruites par exemple par l'industrialisation aussi. Eh bien, tout ça, ça va faire que vous avez des terres qui étaient cultivables, qui ne le seront plus, et qui vont être envahies non plus par l'eau douce du delta, mais par l'eau salée des mers.
Donc là, on va voir un journal un peu plus avec un article un peu plus solide sur National Geographic, qui est donc un journal assez connu et réputé. Alors, que nous dit donc voilà. Voilà, même titre. Les mégapoles côtières s'enfoncent dans le sol. Pour des dizaines de villes côtières, parmi les plus populeuses du monde, la subsidence, c'est-à-dire l'enfoncement de la croûte terrestre, représente une menace plus grave que la montée des eaux. Principal coupable, les activités humaines. Ah, et quelles sont donc ces activités humaines? Nous allons le voir. Alors, on voit dans l'imaginaire collectif, la montée du niveau des mers représente le principal facteur menaçant les villes côtières, mais un péril plus insidieux et plus méconnu, et dont notre représentante du Pakistan et d'autres pays se garde bien de nous parler, est aussi à la subsidence, autrement dit le lent affaissement d'un certain nombre de cités sur elles-mêmes. Une nouvelle étude publiée dans la revue Geographical Research Letters a évalué celle-ci dans 99 villes à travers le monde entre 2015 et 2020. Conclusion, la subsidence apparaît comme un phénomène courant. De surcroît, dans la majorité des villes côtières considérées, il se joue à un rythme plus élevé que la hausse du niveau de l'océan. Ces cités risquent ainsi de faire face à des inondations bien plus tôt que ne le laissent penser les projections basées sur la seule élévation des mers. Et pour information, ça date pourtant pas d'aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on a trouvé des villes déjà disparues sous les eaux, du fait de glissements de terrain qui étaient liés donc à la déforestation. Donc ça date déjà de l'Antiquité, on n'en a toujours pas tiré les leçons. Hein. On a une ville aussi ça doit être en Égypte, là où on a une espèce de gouffre, où la ville a disparu. À l'époque, on a considéré que c'était des gens d'une mauvaise vie, hein, comme l'histoire de Sodome et Gomorrhe par exemple, et que donc la terre les avait engloutis. Et maintenant, c'est que simplement cette ville, qui était une ville caravanière, eh bien, a puisé un peu trop dans la nappe phréatique, parce que le Sahara est gorgé d'eau, hein, et donc, le sol où était bâtie la ville s'est enfoncé et la ville donc a disparu sous terre. Et là, il y a toujours une source qui existe au fond de ce gouffre, quoi. Et on a retrouvé donc les traces de cette ville disparue. Bon, alors, vous voyez, donc maintenant, grâce aux avancées technologiques, on a pris conscience que cette subsistance survient dans beaucoup plus d'endroits que l'on n'imaginait. Elle représente un risque qui se cumule avec la hausse du niveau des mers. Mais c'est un risque dont on ne vous a pas parlé à la COP 27. Alors voyons donc ces facteurs de risque. Divers facteurs d'origine naturelle ou liés à l'activité humaine peuvent alimenter la subsidence. Le mouvement des plaques tectoniques, le compactage des sédiments, l'exploitation des ressources gazières et pétrolifères du sous-sol, l'urbanisation avec le poids des bâtiments. Mais la principale cause avancée pour les villes de l'étude tient au pompage excessif des eaux souterraines. Donc vous voyez, depuis l'Antiquité, rien n'a changé et on n'en a toujours pas tiré la leçon. Cette surexploitation des aquifères nourrit des affaissements souvent infimes mais parfois spectaculaires. Entre parenthèses, avec nos mines dans le nord de la France, on connaît ces phénomènes aussi d'enfoncement. Cette surexploitation des aquifères nourrit des affaissements souvent infimes mais parfois spectaculaires. Le taux de subsistance s'avère en effet extrêmement variable entre les villes et au sein de celles-ci d'un quartier à l'autre.
Ainsi, dans une vingtaine de cas, sur les 99 villes de l'étude, le taux de subsidence ne dépasse pas 1 mm par an. Mais 33 de ces cités côtières présentent des quartiers dans lesquels elles équivaut à 10 mm par an ou dépassent ce seuil, ce qui correspond à une vitesse d'enfoncement 5 fois plus rapide que la hausse du niveau des mers. Ah! Toutes les régions du monde sont touchées par cette subsidence accélérée, dont l'Europe, l'Afrique, l'Amérique du Nord et l'Australie. Mais le sud, le sud-est et l'est de l'Asie représentent les zones les plus affectées, avec un taux d'affaissement dépassant 20 mm par an. La question de la subsistance se pose de façon d'autant plus aiguë qu'elle touche un certain nombre de villes de premier plan particulièrement populeuses. C'est le cas de la mégapole de Jakarta, la capitale de l'Indonésie, dont une portion de la côte nord-ouest s'enfonce de 20 mm par an. La palme du pire, il revient à la banlieue de Benghazi Regency, dont la population a augmenté de 20% en 10 ans pour atteindre 3,1 millions d'habitants en 2020. La zone atteint un rythme record d'affaissement de 50 mm par an. Parmi les autres mégapoles touchées figurent Chittagong dans le Bangladesh, tiens donc, Tianjin en Chine, Manille pour les Philippines, Karachi pour le Pakistan. À L4, ces villes concentrent 59 millions d'habitants et connaissent des taux de subsidence qui dépassent 10 mm par an. Dans certains quartiers de Karachi, donc Karachi c'est notre fameux Pakistan, auquel on criait haro sur les producteurs de CO2 que sont les Occidentaux. 20 mm par an à Chittagong et Manille et 40 mm par an à Tianjin. Bon, alors attendez, ensuite on va voir la suite. On va voir quels sont les... Donc, dans des cités comme Chittagong et Manille, déjà en proie aux inondations, la subsidence ne fait qu'aggraver les choses, souligne Matt Way. Pour la plupart des autres villes, elle représente un problème à long terme. De nombreuses municipalités disposent de systèmes de mesure de la hausse du niveau des mers ou des plans pour faire face à celle-ci, mais ne tiennent pas compte de l'effet cumulatif de l'enfoncement des terres. La situation évolue, certaines prennent le phénomène en considération, mais cela va demander du temps dans les sites où il se déroule à un faible rythme. La subsidence n'a pourtant rien d'une fatalité. Shanghai et Jakarta représentent à cet égard des cas d'école. Dans la cité chinoise, le taux de subsidence dépassait 16 mm par an entre 1990 et 2001, tandis que la capitale indonésienne a connu dans certaines zones un enfoncement vertigineux de 280 mm par an entre 1982 et 2010. Dans chaque ville, des mesures prises par les gouvernements pour encadrer le pompage des eaux souterraines ont considérablement ralenti l'affaissement des sols et éloigné le spectre d'un destin digne d'une Atlantide des temps modernes. Bon. Alors, on va faire un autre... regardez aussi d'autres petits articles, toujours un peu sur ce sujet. Alors, donc voilà un témoignage de personnes donc, du littoral pakistanais. La perte continue des terres nous détruira. L'orge que mon père et mon grand-père produisaient ne pousse plus du tout ici. Les habitants d'autres zones du district de Taita, comme Karochan, un taluka, unité administrative, vit avec ses 4 jeunes enfants, sont aussi découragés. Les quelques 10 hectares de terre que nous avions ont été détruits. Plus rien ne pousse à cause de l'eau de mer. Aujourd'hui, nous n'avons plus qu'un petit troupeau de chèvres et mon mari essaye de pêcher quand il peut. Mes enfants n'ont qu'un avenir ici. On a donc construction de digues et de barrages sur l'Indus. Alors là, voilà le coupable, Taris Keshi, conseiller principal littoral pour l'Union internationale pour la conservation de la nature à Karachi, a indiqué que la construction de digues et de barrages sur l'Indus était responsable de l'intrusion marine dans le delta.
Donc, vous voyez, dans la COP25, on a eu une idée géniale. On a dit, oui, on va aider les pauvres à moins produire de CO2, on va leur donner des sous pour qu'ils aient tous des voitures électriques. Oui, comme c'est intelligent, parce que l'électricité, comment on va la produire? Avec des barrages, dont là, on a un exemple des conséquences que cela peut avoir. Il y a des pays où les barrages, ça passe très mal. On a eu l'exemple de la mer d'Aral, hein, qui a été pratiquement asséchée par les détournements d'eau, barrages et compagnie de l'ex-Union soviétique. On a l'exemple en Iran d'une désertification de villes recouvertes de poussière, justement parce qu'on a voulu se lancer à fond dans une production électrique en faisant des grands barrages qui ont eu des effets environnementaux cataclysmiques. Donc, chaque pays doit trouver ses solutions, chaque pays doit analyser son environnement, et en tout cas, c'est sûrement pas le passage à la voiture électrique qui va résoudre le problème. Encore une fois, on nous propose des solutions à la bobo qui sont plus calamiteuses qu'autre chose. Pour rappel, je vous rappelle les fameux palmiers à huile, hein, pour qu'on détournait même cette huile qui nourrissait des populations dans des régions désertiques. Et ces grandes productions, on les a fait aux dépens de la forêt primaire, une forêt très riche qui a donc qui consommait bien plus de CO2 que ne peut en faire une palmeraie, qui avait aussi un intérêt majeur pour la biodiversité, c'est-à-dire qui nourrissait son monde. Donc voilà les solutions écologiques, ça c'est du même topo, hein. Voilà. Donc il nous faudrait des solutions écologiques qui ne soient pas des solutions politiques, qui ne soient pas, comment dire, de l'éco-marketing, mais faites par des gens qui ont la fibre écologique et que ça soit basé sur des accords réciproques. Les efforts, ils ne doivent pas venir que d'un seul côté. On voit très bien, on a par exemple épuisement des nappes phréatiques, pourtant il faut bien boire. La solution, eh bien c'est toujours le même problème, c'est toujours la même solution. Lutte contre la déforestation, protéger et développer les mangroves, diminution de la consommation d'énergie, et tout ça, ça ne peut passer que par le contrôle des naissances. Alors l'aide aux pays pauvres, comme il a été dit dans la COP25, je veux bien, mais ça doit passer par un accord sur le contrôle des naissances, parce que sinon, toutes les mesures prises sont des mesures qui ne servent strictement à rien, c'est de l'argent, une fois de plus, vous me direz, jeté en l'air. Donc on voit la perte de terre nous détruira, etc. Alors ils essayent de compenser ça par l'adaptation de l'agriculture, se reculer dans les terres, la pêche, mais quand on est un pays où on est déjà surpeuplé, eh bien ça pose problème. Et la pêche, eh bien on retombe sur les problèmes de pollution de l'océan, les problèmes de surpêche. Donc vous voyez, il faut vraiment une réflexion internationale et il faut vraiment un travail qui soit fait par des groupes régionaux, c'est-à-dire des pays qui appartiennent à la même région planétaire et qui mènent une réflexion intelligente. Alors ça, c'est le plus difficile, hein, je crois bien. Pourtant, vous voyez, je vais vous prouver que c'est des hommes tout simples. Voilà. Je veux... Beaucoup dans la restauration du couvert végétal. Elle... Voilà, je vous présente donc ce Burkinabé, donc du pays du Burkina, qui a 77 ans, lui, eh bien il a trouvé comment stopper l'avancée du désert sans avoir besoin des lumières de la COP27. Des trous et des termites, le Zaï, voyez ici comment il appelle donc son système. C'est-à-dire, il fait un petit trou avec du compost, avec des graines, mais pas n'importe où. Il utilise le fait que dans des zones, il y a des termites qui creusent donc comme des canalisations. Et lorsqu'il y a une forte pluie qui très souvent lessive simplement les sols, là où il y a les termites, l'eau va envahir donc les galeries
et le sol va retenir l'eau. Et ainsi, les graines dans le compost vont pousser. Et cet homme a fait une véritable petite forêt à lui tout seul. Et il dit que non seulement il se nourrit, mais en plus, il nourrit même les autres. Donc, et il a 77 ans. Donc, je vous invite, vous voyez ça sur YouTube, de retrouver sa vidéo. On va peut-être faire apparaître les références pour ceux que ça intéresse. Ben oui, on peut pas, non. Voilà, bon, voilà. Donc, je termine un peu donc là-dessus. En résumé, tant qu'on ne passera pas là, en priorité une politique d'accord avec les pays en développement qui ont des problèmes, des accords basés sur le contrôle de la natalité, tout ce qu'on peut faire ne sert à rien. Tant qu'on n'aura pas compris que le problème de la déforestation est bien plus important encore que la production de CO2. Et j'oubliais, la création justement de ces grands barrages en Iran, on s'en est aperçu. On disait énergie propre. Eh bien, de l'énergie propre, il n'y en a pas. On a vu le problème des éoliennes sur les conséquences de l'environnement marin. Eh bien, il se trouve que les barrages accumulent donc de la matière organique qui, en se décomposant, donne de fortes productions de méthane. Et vous savez, le méthane a un effet de serre qui est peut-être 20 fois sur le CO2, je crois, quelque chose comme ça, donc catastrophique. Donc, comme toujours, les soi-disant solutions écologiques sont les plus catastrophiques pour l'écologie. Il faut avoir un raisonnement sensé, il faut, comme cet homme, parfois des solutions très bêtes, très simples. L'action doit être menée sur la forêt, il faut lutter contre les mégapoles, il faut restreindre justement encore plus la natalité dans les mégapoles, encourager à refaire des villes moyennes, encourager des villes végétalisées, la ville dans la forêt ou la forêt dans la ville, comme on veut. C'est vraiment toute une nouvelle conception qui doit être faite. Et c'est certainement pas une culpabilité en désignant les Européens occidentaux comme boucs émissaires qu'on va résoudre le problème. Et le problème ne va pas se résoudre non plus avec l'argent de la COP27. Bien sûr, l'argent, il en faut, mais il faut aussi autre chose, de la réflexion et laisser tomber les petites manipulations politiques et à but électoraliste ou pour avoir des soutiens politiques. Sur ce, eh bien, je vous laisse bonne journée. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Et j'espère que certains d'entre vous me feront part de leur avis sur cette vidéo et on pourra développer aussi dans les commentaires cet aspect-là. Au revoir.